Dans le désamour social, il y a aussi plein de jeunes. Moi, je me rappelle, quand j'étais ado, le raisonnement avec mes potes, c'était mais je pourrais jamais être avec une meuf que j'aime, j'ai même pas de quoi lui payer un café. Oui, ben bien sûr. Ça prouve aussi que ceux, et ça c'est le point le plus aigu, que ceux qui sont victimes de ce désamour social intègrent aussi une partie des valeurs et de la manière dont ça marche. Et donc celui qui dit ça, à la fois il dit je suis exclu de l'amour, je suis un exclu de l'amour, et il donne une raison qui est tout simplement la raison que la société donne, en effet, de son exclusion. Ben oui, c'est ça. Et donc c'est tout le problème. Le problème, c'est que comme il n'y a pas une autre vision possible aujourd'hui de la société, en tout cas du point de vue de cette société elle-même, elle déclare qu'elle est la société telle qu'on n'en voit pas aucun autre modèle, que c'est comme ça et ça ne peut pas être autrement, etc. Le jeune dont vous parlez, il est dans la double position d'une amertume liée au renoncement terrible, je ne peux pas aimer une fille qui me plaît, etc. Et la raison qu'il en donne de ce non-pouvoir est précisément celle que la société lui apprend, à savoir, si tu n'as pas d'argent, si tu n'as pas une bonne place et une bonne installation dans la société, ben tu ne peux pas, tu ne peux rien, finalement. Alors c'est ce mélange de ressentiment, malgré tout, mais en même temps d'un ressentiment qui ne développe pas une critique profonde de la chose, qui crée quand même une frustration amère et terrible. Et je pense qu'elle est à l'origine de quantité de drames contemporains. On va en parler. Aujourd'hui, la plupart des recruteurs qui opèrent pour l'État prétendu islamique travaillent sur les réseaux sociaux. Et quand on lit des témoignages de jeunes qui veulent rejoindre l'État prétendu islamique, il y a souvent la promesse d'un travail, la promesse d'une femme et la promesse d'un pays où ils seront acceptés. Elle s'appelle Sarah, elle a 18 ans et est partie faire le djihad en Syrie. Voile, prière, déscolarisation. Sarah dit aujourd'hui être heureuse, ce que conteste sa mère. Oui, bien sûr. Vous trouvez l'ensemble de ce qu'ils considèrent ne pas pouvoir avoir dans le monde où ils sont. Et ça les entraîne dans une forme, malgré tout, de corruption subjective. Ça les entraîne dans l'idée qu'on peut accepter, comme ça, sans trop d'examen, une proposition qui serait la proposition d'un monde où ils seraient accueillis, où ils auraient leur place, et même ultérieurement, plus encore, où peut-être ils pourraient exercer une action héroïque, spectaculaire, dont on parlerait. Parce que, vous voyez, une partie de la motivation de tout ça, c'est je vais faire quelque chose d'exceptionnel, quand même. Je vais faire quelque chose dont on va parler. Même si j'y laisse ma peau, finalement, ça sera là. On parlera enfin de moi. On parlera enfin de moi, parce que la situation qui est leur situation de départ, c'est une exclusion radicale. C'est-à-dire que quand on parle d'eux, ces jeunes, on en parle comme d'un troupeau, finalement, qui est logé quelque part dans les banlieues, qui est plutôt inquiétant, et qui est un problème. C'est quand même un peu difficile de commencer sa vie en étant constitué par la société d'abord comme un problème. Comme un problème, que le fait que vous existiez est un problème, quand même. Alors effectivement, la tentation est grande d'accepter ou d'entrer dans des propositions dans lesquelles on va vous garantir que vous allez vraiment exister dans un pays nouveau qui sera le vôtre. Selon le ministère de l'Intérieur, 620 Français sont partis l'an dernier dans les zones contrôlées par l'État islamique en Syrie et en Irak. Une augmentation de 116% en un an. Et puis, avec un certain nombre d'avantages latéraux, malgré tout, du type un salaire régulier, peut-être une bagnole, peut-être une ou des femmes, tout ça. Mais comment est-ce qu'on arrive à implanter ça dans la tête des jeunes? Comment est-ce que cette pulsion morbide, qui est réellement une pulsion de mort, c'est-à-dire qu'on valorise la mort, on leur dit si vous mourrez en martyr, votre femme sera fière. Oui. Comment est-ce qu'on l'implante comme quelque chose d'avantageux par rapport à cette société dans laquelle on vit nous? Parce que vous voyez là à quel point pouvoir se valoriser soi-même du point de vue de ce qu'on fait et dans la reconnaissance de quelques-uns est important. La vie humaine, finalement, n'est pas une vie animale en ce sens-là. Elle ne se contente pas d'avoir une bonne place, une bonne nourriture, et puis que tout se passe bien.
Ça, c'est quand même la version la plus animalisée possible de l'humanité. L'humanité, et particulièrement les jeunes humains, se représentent quand même la vie comme une aventure à l'intérieur de laquelle ils vont conquérir quelque chose, faire quelque chose, être reconnus, exister pour eux-mêmes, pour les autres, etc. Si on les dépouille de tout cela, il y a un espèce de nihilisme qui s'installe. Alors peut-être que c'est le rien, que c'est le néant, en fin de compte, pour lequel je vais donner ma vie de façon sacrificielle. Après tout, le recrutement sacrificiel des jeunes est une très vieille histoire. Vous la voyez dès l'Antiquité, dès l'ancienne Antiquité. Il ne faut pas s'imaginer que notre monde a tout inventé. Hein. Le devenir, en partie à la fois criminel et suicidaire, c'est-à-dire le triomphe de la pulsion de mort chez un certain nombre de jeunes, est quelque chose qui a été observé de longue date et dont la racine est ce que nous décrivons. C'est-à-dire, si vous êtes compté pour rien, eh bien, vous allez aussi, d'une certaine manière, vous compter pour rien, finalement. Mais vous allez vous compter pour rien de telle manière que tout le monde le sache, que tout le monde, spectaculairement, voit que vous êtes capable aussi, alors à ce moment-là, d'exercer une espèce de vengeance aveugle sur le tribunal qui vous a condamné. Il y en a aussi qui ont des jobs, des femmes qui ont un travail et qui ont une double vie et qui se radicalisent quand même en sous-marin. Absolument, parce que d'une certaine manière, à l'intérieur de leur travail, à l'intérieur de leur vie ordinaire, de leur vie normale, ils ont le sentiment maintenu, malgré tout, qu'ils ne sont pas dans la figure exceptionnelle de l'existence qu'ils ont rêvé. Vous savez, la vie est un rêve aussi, mais la réduction de toute chose à ce que Marx appelle les eaux glacées du calcul égoïste, c'est-à-dire la réduction de toute chose à son prix, etc., c'est aussi une frustration, ça constitue une frustration par rapport à ce rêve. Et effectivement, le rêve peut prendre la forme d'un cauchemar, ça c'est le destin de tous les rêves, c'est-à-dire prendre l'aspect d'une espèce d'emprise sur vous de la pulsion de mort que vous allez au fond vous infliger à vous-même, mais en l'infligeant aux autres. Et ça, c'est quand même l'action nihiliste à laquelle on assiste ces temps-ci. Parler de frustration, moi je ne vais pas revenir sur le marxisme, je vais vous parler d'MTV. Aujourd'hui, quand on regarde MTV, quand on regarde les clips à la télévision, on a des chanteuses qui sont de plus en plus dénudées. On a du luxe. On a des grosses voitures. On a des grosses chaînes en or. Est-ce que ça contribue à cela ? Tout à fait, tout à fait. C'est quand même, je dirais, une sorte d'obscénité que de présenter en continu par les moyens médiatiques actuels qui sont partout, comme le centre du monde, finalement la vie des riches, la fantasmagorie people, etc. Grosse voiture, petite pépé, belle femme, villa, etc. Il y a un déversement continu de ces images sur le monde entier. Mais quel est peut-être l'effet de ces images sur un Congolais dans le qui-vu, pour qui simplement survivre, est déjà tout un problème quasiment miraculeux. Ça, il faut se le demander aussi. Il faut se le demander. C'est-à-dire que la frustration, c'est une subjectivité dangereuse, la frustration. Et un monde qui fait trop de gens frustrés, c'est-à-dire de gens qui n'ont même pas le sentiment d'accéder à une reconnaissance minimale dans ce monde, c'est un monde qui court à sa perte. C'est un monde qui court à sa perte. Et croyez-moi, les choses qui se passent en ce moment ne sont que des préludes. Parce qu'on ne voit pas. Je lisais là, pas plus tard que hier, que les chiffres que je donne dans la brochure que j'ai écrite sur les attentats sont encore aggravés en 2015. C'est-à-dire que finalement, il y a 62 personnes qui gagnent autant, dont la fortune est comparable à celle de 3 milliards d'individus. Donc on est dans des monstruosités structurales dont personne ne procède à la dénonciation. Au moins, quand il y avait un roi, il y avait quand même des gens qui voulaient le renverser.
Mais là, personne ne se vous êtes plus dit, communiste, vous êtes royaliste. c'est 62 personnes, là il faudrait peut-être les fiches en l'air, non, alors qu'ils possèdent l'équivalent de la moitié de ce que possède l'humanité. Alors ça, ça s'aggrave de façon continue. Donc il y a une pathologie, là, il y a une pathologie. Est-ce que la femme est libre dans ce qu'on appelle le monde libre? Oh, le monde libre, alors là... Vous savez, le monde libre, c'est une expression qui a été inventée au moment de la guerre froide. C'est-à-dire, c'était le monde libre par rapport au monde communiste. Mais finalement, quand on le regarde de près, la liberté fondamentale du monde libre, c'est quand même la liberté des affaires, des échanges, du commerce, etc. Mais que signifie être libre quand le contenu de l'existence est devenu complètement pauvre, insaisissable, que vous n'êtes pas reconnu, voilà. Alors à ce moment-là, vous pouvez vous dire, à ce moment-là, vous pouvez vous dire, il n'y a que l'argent qui compte. Alors dans ce cas, je vais devenir un gangster, après tout. Puisque je suis asocial, puisqu'on ne me donne pas une place dans la société, alors je vais commencer par devenir un petit dealer du coin, et puis je vais essayer de me faire ma carrière dans ce monde-là. Le gangstérisme est lié au manque d'amour. C'est la vérité profonde. Je vous parle des femmes parce que j'ai l'impression qu'elles sont au centre. On est dans une société qui est très dure pour les femmes. Les femmes et les hommes n'ont pas les mêmes salaires. On est dans une société où la femme est souvent réduite à un objet de consommation ou consommatrice. Quand on lit la presse féminine, on les incite qu'à consommer. Je crois que s'agissant des femmes, il y a deux perspectives dans le monde contemporain apparentes. Il y a deux perspectives apparentes, mais il y a un conflit organisé, public, bien connu, médiatisé, entre la liberté des femmes dans le monde occidental, disons, appelons-le comme ça, avec la reconnaissance du combat féministe, avec la possibilité de la liberté sexuelle, avec la possibilité de la liberté amoureuse, et puis avec la possibilité d'accéder à toutes les fonctions progressivement, même si c'est pas... Et puis il y a une conception héritée de la tradition, qui est une conception dans laquelle la femme doit occuper un certain nombre de places traditionnelles, limitées d'une certaine façon à l'espace privé, etc., et être privée des libertés que l'Occident. Apparemment, on dit le conflit est là. Le conflit est là, et il est invoqué très souvent. Il est invoqué très souvent comme une preuve absolue de la supériorité de l'Occident. Les femmes sont prises comme témoins privilégiés de cette supériorité, de la guerre des civilités contre les barbares, comme dit notre président, très imprudemment à mon avis. Mais au fond, est-ce que cette description est une description profonde? Est-ce que c'est une description intéressante et réelle? Oui, superficiellement, c'est vrai, mais la question de savoir quelle est la place singulière de la féminité dans le monde à venir n'est pas résolue par cela. Parce que, après tout, il s'agit de donner pour l'instant aux femmes les libertés qui sont celles des hommes. Ça ne traite pas donc la question des femmes à proprement parler, ça traite la question de l'égalité générale, juridique, professionnelle, etc., de l'humanité tout entière. Je suis pour. Mais je sais aussi que ça ne traite pas de la singularité féminine dans l'apport qui peut être le sien à la création d'un univers humain supérieur à ce qu'il est aujourd'hui. Et moi, je suis convaincu que c'est un point qui doit être mis à l'ordre du jour et qui ne l'est pas vraiment aujourd'hui. Parce que, après tout, que les femmes puissent être banquières, adjudants de cavalerie, tortionnaires ou présidentes de la République, c'est très bien, mais c'est pas le fond du problème. C'est pas le fond du problème, parce que c'est exactement ce que font les hommes. Et est-ce qu'elles le font différemment? Voilà le point. Ce n'est pas sûr qu'on leur ait donné le droit de le faire différemment. Je n'en suis pas sûr. On leur a donné le droit de le faire, mais en un certain sens de le faire comme les hommes. Et c'est pour ça que souvent elles expriment, même celles qui sont très haut placées dans la hiérarchie sociale, un certain malaise qui est que ça continue à être masculin, disent-elles très souvent, alors qu'on voit des femmes. Peut-être que la présidente des États-Unis va être une femme cette fois-ci. Donc on voit les femmes au sommet mais elle continue à dire que c'est pas tout à fait ça, quoi. Moi, je continue à penser qu'une femme, c'est quand même pas un homme. Alors, ma tendance, c'est de penser que c'est plutôt mieux. Mais ce mieux, il est caché encore.
Comment interpréter le fait que des femmes en France aient envie de porter le voile intégral? Je pense que c'est un élément de protestation. C'est lié à la question que nous venons de dire. C'est-à-dire que je pense que ces femmes, d'abord, elles protestent contre une interdiction. Franchement, des interdictions vestimentaires, moi je pensais que c'était terminé. Hein. Parce que, après tout, du point de vue de la société, de la légalité, c'est une interdiction vestimentaire. Et moi je pense que les interdictions vestimentaires, ça appartient au vieux monde. Hein. Donc, il y a une protestation contre ça. Mais si on cherche à l'analyser en profondeur, je pense que ça touche au point que, d'une part, on leur interdit ce signe d'appartenance traditionnelle. C'est la lutte entre modernité et tradition, finalement. Hein. On considère que ça, c'est un statut féminin diminué, etc. Donc on interdit ça. Mais d'autre part, il n'y a pas de l'autre côté ce que je vous disais, c'est-à-dire quelque chose qui spécifiquement serait l'accueil de la féminité dans sa capacité créatrice, inventive, novatrice, dans la société telle qu'elle est. On leur dit simplement, finalement, faites comme les hommes. Faites comme les hommes, à l'exception du fait que, finalement, vous allez quand même rester un objet sexuel, parce que on va valoriser le droit de porter des jupes courtes, etc., etc. Mais c'est ambigu, cette affaire-là. C'est ambigu. Dans le jeu sexuel, c'est ambigu. Donc ce que je pense, c'est que le problème, pour les femmes, dans leur ascension sociale moderne, comme pour les femmes du côté de l'attraction bizarre exercée par la tradition, c'est le même problème. C'est le problème de savoir quelle est en réalité, du point de vue de l'avenir de l'humanité, la place inventive, créatrice et nouvelle des femmes. Et ça ne peut pas se réduire à l'imitation de ce que sont aujourd'hui les hommes dans les sociétés modernes. Gangster, amour. C'est deux mots que vous avez liés. Oui. Vous dites un gangster, c'est quelqu'un qui manque d'amour. Oui, parce que si on examine les jeunes dont vous parliez, on a constaté une situation de désamour social, une situation d'impossibilité d'intégration reconnue par les autres, et par conséquent une difficulté d'accès aux autres. Et alors je dirais en philosophe là, que la difficulté d'accès aux autres, ça veut dire que vous vous collez aux mêmes. D'où le fait que les jeunes vivent en bande, les jeunes hommes vivent en bande de jeunes hommes. C'est pour ça qu'on s'appelle clique. Voilà, exactement. Et ces bandes de jeunes hommes incarnent déjà l'absence d'amour, il faut bien le dire. Après tout, la bande, elle va avoir ses propres lois masculines, elle va être souvent hiérarchisée, etc. Et au fond, je pense qu'elle est elle-même nihiliste, la bande, qu'elle est déjà marquée par le renoncement à quelque chose. Quand vous traînez dans la cité avec vos potes, c'est très bien, mais quand on les voit, on voit que c'est extrêmement ennuyeux, qu'ils s'ennuient profondément, il y a un ennui mortel, et un ennui mortel qui va être masqué ou dissimulé par une posture orgueilleuse, et ça crée une subjectivité très propice à être recruté dans le trafic. C'est-à-dire parce que le trafic va dire vous allez rester comme ça, avec la bande, avec votre panache factice en réalité, et en plus vous allez toucher du fric. Vous allez toucher du fric, vous allez pouvoir faire les malins. Et cette captation, que finalement je dis gangster, parce que comme ça, cette captation par les logiques fondamentales de la pègre, qui sont très constituées depuis longtemps, cette captation, comme ça, elle a la même source, d'une certaine manière, que la pulsion de mort suicidaire et sacrificielle. C'est intéressant de parler de gangstérisme et de parler de l'État prétendu islamique, parce que quand on voit la vidéo du terroriste Abaoud, moi ce qui m'a terriblement... ça m'a glacé le sang, quand il dit avant, subhanallah, on tractait du jet ski, des quads, des motocross. Maintenant, c'est des corps. Ouais, bah oui. Absolument. Absolument, c'est terrible. Hein. C'est quand même terrible. Et c'est bien dans l'ordre du cheminement et du devenir subjectif dont nous parlons. Et c'est pour ça que
en plus, vous comprenez, il y a dans l'univers social contemporain, particulièrement à l'échelle mondiale, hein, il y a une double peine pour ces jeunes. Premièrement, ils ne sont pas reconnus, on ne leur trouve pas de place, on ne leur trouve pas de travail, construire sa vie est pour eux très difficile, et finalement ils sont réduits à traîner en bande de façon un peu inerte. Mais il y a une deuxième peine qui est que tout le monde dit que c'est leur faute, que c'est eux le problème, que c'est eux qui sont... C'est eux dont on a... Et pas le problème au sens où il faudrait s'installer dans leur subjectivité et la traiter. Non, ils sont un problème qui demande finalement l'intervention permanente de la police, le contrôle au faciès toutes les 5 minutes, etc. Donc ils sont doublement punis. D'une part parce qu'ils sont en un certain sens exclus du jeu social, et deuxièmement, en plus, on les considère comme des trublions de ce jeu social. Mais est-ce ils sont exclus. Est-ce qu'on peut excuser les monstres qu'ils deviennent? Ah, moi, je n'excuse rien. Parce que là, on parle d'un monstre. Je pense que le devenir nihiliste, mortifère, la victoire de la pulsion de mort, c'est une chose horrible. C'est une chose horrible. Il ne faut pas qu'il y ait la moindre ambiguïté là-dessus. Je ne suis pas en train d'excuser quoi que ce soit. Mais il faut bien comprendre pourquoi une masse de jeunes sont prêts à se faire sauter à bombe dans un endroit. Il faut bien le comprendre. Il faut avoir une pensée de ça. Et c'est pas en parlant de l'État islamique, etc., qu'on l'explique. Ça se passe ici. C'est des Français, c'est des jeunes. Donc, alors, quand je dis qu'il faut le penser, je pense que c'est pour trouver les moyens que ça ne se passe plus, bien évidemment, parce que c'est une monstruosité. Mais le ravage de toute une jeunesse par la pulsion de mort, c'est une monstruosité, absolument. Quand on parle de gangstérisme, la télévision en ce moment, on parle surtout d'islam. On dit le problème est dans les textes de l'islam, c'est dans la doctrine de l'islam. Vous parlez du gangstérisme. Vous dites c'est du gangstérisme sur lequel on saupoudre un fond religieux pour faire prendre la sauce. Je maintiens cette position tout à fait. Je pense que si on commence par dire que c'est l'islam, on va introduire une stigmatisation supplémentaire à l'ordre des choses tel qu'il est, en faisant d'un signifiant religieux, qui, comme tous les signifiants religieux, n'a pas de signification subjective en lui-même, hein. Après tout, moi j'ai beaucoup travaillé dans ma vie, parce que je m'occupais de la question des foyers. J'ai beaucoup travaillé, en particulier avec des ouvriers maliens qui sont tous musulmans. Je peux vous dire que c'est pour eux une fonction et un repère d'ordre, de sagesse, de compréhension de l'existence, etc. Donc ça n'a rien à voir. Ce sont des types remarquables. Je ne suis pas du tout religieux moi-même, mais ce sont des types remarquables. Et l'islam fait partie du fait qu'ils sont remarquables. Je suis bien obligé de le constater. En plus, que serait-il sans cette consolation d'être regardés au moins, si personne ne les regarde quand ils sont en train de creuser un trou avec leur marteau-piqueur, au moins Dieu les regarde, peut-être, quoi. Je le comprends, ça. Et donc, je sais que l'islam est un mauvais point de départ. La semaine dernière, on recevait Omar Sy, qui nous disait... C'est comme si un mec qui va braquer une banque avec le masque de Mickey, on ne va pas du tout faire l'amalgame avec Walt Disney. Oui, non, mais bien sûr. De toute façon, je pense que cette discussion sur l'islam est une échappatoire. Parce que si ce n'est pas l'islam, il faudra bien se demander qu'est-ce que c'est. Alors, au fond, je pense que le discours de nos maîtres, quoi, de nos maîtres, dans l'ordre de l'économie comme de la politique, consiste presque toujours d'ailleurs, à trouver une causalité extérieure. C'est-à-dire que leur point fondamental, c'est que ce ne soit pas leur faute, en tout cas. Alors l'islam, c'est très commode, c'est un tampon que vous mettez sur une chose qui a des racines profondes, y compris dans notre société, avec une islamisation très réelle, mais terminale. Au fond, l'islamisation, c'est un formalisme, c'est une forme donnée à un contenu qui existe déjà. Et évidemment, ce contenu cherche sa forme, il la trouve là, ou dans d'autres pratiques du même ordre. Mais alors, nos gouvernants, eux, ils disent, ça, c'est la cause. Mais c'est pas la cause, c'est un symptôme. C'est un symptôme. Et un symptôme de problème qu'ils ne savent pas et ne veulent pas traiter ou résoudre. Pourquoi avant, quand on regardait la télévision, on avait des penseurs qui venaient parler, qui venaient analyser? Aujourd'hui, peu importe la chaîne qu'on regarde, c'est des politiques qui réagissent à l'actualité. Oui, enfin, ça ne me concerne pas, parce que moi j'ai réagi à l'actualité. Oui. Mais est-ce qu'il n'y a pas trop de politiques qui réagissent trop tout le temps? Non, mais là je pense surtout que vous voyez, je veux dire une chose terrible.
pour les politiques, ces meurtres de masse effroyables sont une bonne occasion. Moi, je le vois comme ça. Il y a une secrète jouissance chez eux de pouvoir reprendre les rênes du pouvoir, comme ça, et de les tenir bien serrés. Quand on voit les déclarations de Valls, on le voit sur sa figure. Il se comporte comme un général en chef, comme ça. Ce sont les faits. C'est la terreur qui alimente la peur, pas nos discours. Ça, c'est son être profond. Et Hollande, c'était un personnage absolument en difficulté. Tout le monde savait que les problèmes fondamentaux de la France, il n'était pas en état de les résoudre, ou en tout cas, il n'avait pas les idées pour les résoudre. Il se passe un événement traumatique. Et cet événement traumatique, il est quand même spectaculaire de voir qu'il est aussitôt traité dans le registre guerrier. C'est la guerre, et comme c'est la guerre, eh ben, il faut mobiliser tout le monde, et puis les problèmes autres que la guerre disparaissent dans la cave. Vous comprenez ? Ça, c'est une manipulation. Il est quand même singulier que si c'est la guerre, ce soit justement des mesures de police qui soient immédiatement à l'ordre du jour. C'est pas cohérent tout ça. Ou alors c'est une guerre civile. Mais c'est une guerre civile, il faut le dire. Contre qui ? Contre qui il y a une guerre civile ? Contre l'islam ? Alors on va attaquer les 5 millions ou les 6 millions de musulmans qu'il y a dans ce pays. Tout ça ne tient pas debout. Et tout ça est quand même un moyen très, très, très propice de resserrer les boulons de l'ordre étatique. On n'a pas l'impression que ça marche. Si c'était une bonne occasion, pourquoi est-ce que le FN aurait fait des tels scores au régional ? Ils ont rien gagné, le PS. Cette carte de France là qui commence à s'affiner avec ces 6 régions, vous le voyez, où le Front National est en tête. Oui, mais ça, le PS, la vision de Hollande, c'est de pouvoir montrer que, alors qu'il est partout caricaturé comme un mou, etc., il est un brillant chef de guerre, mais pour ça, il faut qu'il y ait une guerre. Et donc la déclaration de l'état d'urgence, la mobilisation de la police, les constantes déclarations comme quoi nous tiendrons bon, c'est quelque chose qui, aux yeux de Hollande, lui redonne un peu de muscle. Voilà. Muscle dont on le déclarait dépourvu. Je vous promets solennellement que la France mettra tout en œuvre pour détruire l'armée des fanatiques qui ont commis ces crimes. On le déclarait indécis, incapable, etc. Et ça, je le sens pertinemment, alors que tout ça, à mon sens, n'a aucun effet véritable sur le fond du problème dont on discute depuis le début de notre conversation. Est-ce que vous pensez que c'est le rôle du chef de l'État de réagir à une vidéo de l'État islamique ? Nous ne céderons en rien, ni sur les moyens de défendre notre pays, ni sur les libertés. Et ces images ne font que disqualifier les auteurs de ces crimes. Mais pas du tout, pas du tout. Je pense que depuis le début, notre gouvernement fait la publicité de Daesh. Évidemment, puisqu'il exporte sur Daesh la causalité véritable de ce qui s'est passé ici. Ça, c'est mon interprétation. Je ne dis pas que Daesh n'y est pour rien. Bien sûr, il a formalisé, organisé, voulu ces affaires. Il est donc le coupable. Mais il n'aurait rien pu faire s'il n'avait pas trouvé ici des gens pour le faire. Il faut se demander pourquoi il les trouve. Or ça, c'est nébuleux, radicalisation, voilà. Mais radicalisation, ça veut dire ce que le meilleur mot serait formalisation. Hein. Moi, je dirais radicalisation. Pourquoi ? Être radical, ça veut dire saisir les choses à la racine. Étymologiquement, je suis choqué que ce soit employé comme ça, comme une épithète négative. En réalité, l'islamisation, c'est une formalisation d'une pulsion de frustration nihiliste qui s'est constituée ici et qui n'a pas été constituée par l'islam ni par Daesh. Donc, la guerre contre Daesh, c'est une affaire, en réalité, de coalition internationale. Et moi, ce qui me frappe plutôt au niveau international, c'est qu'on fait très peu de choses contre Daesh, en vérité. On fait beaucoup de déclarations, mais on fait très peu de choses. Personne ne veut y envoyer des troupes, personne ne veut vraiment engager le combat pour de bon. Alors, pour l'instant, on laisse Daesh prospérer en le contenant un tout petit peu. Pourquoi ? Alors là, c'est une autre affaire. Là, on entre dans un autre pan de la discussion. Vous savez, en réalité, la région du Moyen-Orient est aujourd'hui une région entièrement déstructurée. Ça remonte loin. Les États du Moyen-Orient, la Syrie, l'Irak, la Palestine, tout ça, c'est un résultat de la Première Guerre mondiale.
c'est les accords Sykes-Picot, qui ont découpé la région en fonction des intérêts français et anglais. On n'a pas, s'est pas occupé des gens. Les gens, c'est jamais que des Arabes. Donc on ne s'est pas occupé des gens, on a découpé la région. Et alors ce qui se passe en réalité, c'est que pour des raisons complexes, mais dans lesquelles l'intervention occidentale est tout à fait déterminante, en particulier l'invasion la destruction en réalité de l'Irak par les Américains, ce découpage s'est effondré. Alors je peux vous dire que je suis très inquiet de cette situation. Je suis très inquiet de cette situation parce que c'est exactement ce qu'était la situation des Balkans avant la guerre de 14. C'était aussi un territoire en décomposition, à savoir l'Autriche-Hongrie, là, c'était pas un territoire en décomposition, avec une sorte d'impossibilité des grandes puissances de trouver une solution nouvelle. Parce que on le voit très bien, personne ne propose une solution réellement nouvelle pour le Moyen-Orient, puisque les frontières ont été dissoutes. Et on sait que l'impossibilité de traiter la question des Balkans a quand même conduit à la Première Guerre mondiale. L'impossibilité de traiter la question du Moyen-Orient, c'est une menace sur la paix mondiale. Donc le manque d'un autre idéal que la société de consommation et le manque de solutions au Moyen-Orient, vous pensez que la guerre est inévitable ? Inévitable, je ne veux pas être un prédicteur aussi sinistre et négatif, mais les deux manques dont vous parlez sont fondamentaux. Tant que le Moyen-Orient va rester... Et le Moyen-Orient est une partie grandissante de l'Afrique, hein, parce que je dis Moyen-Orient, mais en réalité la Syrie est prise là-dedans, et une bonne partie de l'Afrique de l'Ouest et du Nord. Donc c'est toute une zone de l'affaire mondiale. L'affaire des Balkans était une affaire européenne. Là, l'affaire Moyen-Orient-Afrique est une affaire mondiale, c'est une affaire planétaire. Trouver une solution de ce point va être très difficile et va déstabiliser, le trouble va déstabiliser de nombreuses situations. Quant au fait qu'il n'y ait pas une alternative à l'organisation capitaliste du monde qui soit crédible aujourd'hui, c'est un facteur négatif. Je peux citer quelqu'un qui n'est plus très en cours, qui est Lénine. Et Lénine disait ou bien la révolution empêchera la guerre, ou bien la guerre provoquera la révolution. Jusqu'à présent, seule la deuxième partie de cette hypothèse a été satisfaite. Toutes les révolutions, les grandes révolutions du XXe siècle ont eu lieu dans la foulée d'une guerre mondiale. En Chine, après la Deuxième Guerre mondiale, en Russie, après la Première Guerre mondiale. Je voudrais éviter ça. Je voudrais que pour une fois, la première branche de l'hypothèse, la révolution empêchera la guerre, soit la bonne. Mais vous êtes d'une génération qui croyait en la révolution, nous on n'y croit plus. Ah oui, mais ça, vous avez raison d'une certaine manière. Vous avez raison de ne plus y croire, mais vous avez raison de ne plus y croire parce que le bilan de la période historique précédente s'est terminé par une catastrophe. Donc je ne veux pas vous reprocher de prendre acte de cette catastrophe. Il faut tout reconstruire. C'est-à-dire nous ne sommes pas du tout dans la situation du XXe siècle maintenant. Nous sommes dans une situation beaucoup plus proche des années 1840 du XIXe. Nous avons besoin d'un nouveau manifeste communiste. Donc il faut commencer par le commencement. Et le commencement, il est toujours idéologique, théorique, intellectuel et militant, mais militant d'abord de façon dispersée et lacunaire. On en est là. Quelques tentatives théoriques, quelques expériences locales et quand même beaucoup de jeunes, beaucoup de gens qui pensent que ça ne peut pas vraiment durer comme ça quand même. Vous venez de prononcer le mot communiste. À chaque fois que je dis à quelqu'un « Oh là là, je vais parler avec Alain Badiou », ah non, le communiste, mais oui, mais vous savez... la révolution chinoise, mais il faut qu'il arrête. Oui, bien sûr, mais Badiou, il est pour la révolution populaire. Mais pourquoi il ne dit pas « Oh, capitalisme, la Première Guerre mondiale, des millions de morts, les guerres coloniales », pourquoi il ne dit pas ça? Vous comprenez? Je vais vous dire une chose, le bilan du XXe siècle, c'est que tout le monde a du sang jusqu'aux oreilles. Et le communisme aussi, je le reconnais absolument. Mais les autres aussi ont du sang jusqu'aux oreilles. Absolument. Et ils continuent d'en avoir. Parce que les affaires du Moyen-Orient, c'est aussi des occupations, des bombardements, des destructions illimitées de la part des Occidentaux. Donc tout ça est un peu un faux semblant.
C'est-à-dire qu'on fait porter le chapeau, évidemment, au communisme, qu'il a bien mérité, c'est vrai, mais c'est aussi pour se désintéresser de son propre chapeau, quand même. Hein. Donc la situation ne peut plus être tranchée par la question de, on va pas, qui a versé le plus de sang, on va pas compter les barils de litres de sang d'un côté et de l'autre. Tout le monde sait que la pratique capitaliste depuis le XVIe siècle jusqu'à aujourd'hui a ravagé la terre, absolument, a bloqué le développement de contrées entières, qu'on a eu des situations invraisemblables pendant tout le XIXe siècle où deux puissances, l'Angleterre et la France, prétendaient posséder la terre entière, quand même. Hein. Donc, il ne faut pas oublier tout ça. On en est encore là, d'une certaine manière. Donc, moi, le mot communisme, je le prends en partie parce qu'il est douloureux, comme ça, il est provocateur. Si on en trouve un meilleur, c'est pas la question du langage. Le badiouisme. Oh, le badiouisme, non, surtout pas. Mais en tout cas, la possibilité... On vivrait tous d'amour et d'eau fraîche dans le badiouisme. La possibilité de sortir de tout ce que nous avons décrit depuis le début. Voilà, c'est ça. Moi, j'appelle communisme uniquement le passage du fait que la propriété privée de l'ensemble des ressources a atteint un degré de concentration tel qu'on peut lire dans un journal aussi innocent que La Croix qu'il y a 62 personnes qui possèdent autant de choses que 3 milliards d'autres. Donc, ça ne durera pas. Croyez-moi, ça ne durera pas. C'est une monstruosité qui ne durera pas. Et communisme, ça veut dire mettre quand même un peu les choses en commun. Voilà. Il y a un autre mot en ce moment dont on parle beaucoup, c'est le mot islamophobie. Elisabeth Badinter, une autre philosophe, en a parlé. Il ne faut pas avoir peur de se faire traiter d'islamophobe. Ben ouais, moi je m'en offusque, je dois dire. Je ne vois pas pourquoi quelqu'un faudrait être islamophobe, ou d'ailleurs christianophobe, ou phobe de quoi que ce soit. Hein. Les groupes humains sont les groupes humains, les croyances, elles existent depuis longtemps, et je suis prêt à confirmer, à dire que l'écrasante majorité des gens dont la religion est l'islam sont des gens comme vous et moi. Mais la plupart des gens qui parlent du mot islamophobie, ils disent que c'est parce que c'est un thème qui a été popularisé par les frères musulmans. Oui, ça c'est vrai, mais s'il a été popularisé par les frères musulmans, il ferait bien de ne pas le manier, ce thème, justement. Hein. Ça prouve qu'il a une provenance douteuse, de toute façon. Et il ne peut avoir qu'une provenance douteuse. Parce que la désignation d'un groupe humain, la phobie pour un groupe humain, c'est une voie de pensée extraordinairement périlleuse. Parce que comment vous allez... Quel est votre projet? Éradiquer l'islam? Détruire les islamistes? Ça ne fixe aucune ligne véritable de pensée ou de conduite, l'islamophobie. Par contre, si vous dites qu'il y a dans notre société des gens qui sont dans un état de non-reconnaissance absolue, etc., vous pouvez faire quelque chose. Moi, derrière le mot islamophobie, j'entends toujours « j'aime pas les Arabes ». Oui, ben vous avez bien raison. C'est ça, j'aime pas les Arabes. Et en fait, la France a de bonnes raisons de ne pas aimer les Arabes, parce qu'elle a été une puissance coloniale, elle a été la principale puissance coloniale en contact direct du monde arabe, avec une violence inouïe. Il faudrait quand même qu'on apprenne dans les écoles ce qu'ont été vraiment les guerres coloniales. Le souvenir s'est perdu. Dès le début, la conquête de l'Algérie, c'est une affaire que... Oui, la conquête de l'Algérie, ça se résume au fait qu'il y a un sultan qui a donné un coup d'éventail à un Français, mais ça a été un demi-génocide. On a rasé des villages entiers, on a enfumé des collectivités entières dans des grottes. Les campagnes de la colonisation de l'Algérie, c'est des violences inouïes. Alors après, si on rajoute que j'aime pas les Arabes, c'est tout de même un bilan de l'histoire assez singulier, tout de même. On a déjà suffisamment montré qu'on ne les aimait pas. Il serait peut-être temps de les aimer un peu. Quand on voit ce qui s'est passé à Marseille avec l'agression antisémite... C'est sur le chemin de son travail, à quelques mètres de la mairie du 9e arrondissement de Marseille, qu'un enseignant de confession juive se fait agresser ce matin. L'assaillant le poursuit sur plusieurs dizaines de mètres armé d'une machette. Quand on voit que, par exemple, la tuerie de Mohamed Merah n'a pas provoqué la même émotion nationale, et que la plupart des juifs de France ont aussi peur d'être juifs, en France, quelle est la solution avec d'un côté les Arabes qui se sentent agressés et les Juifs, avec l'histoire qu'ils ont en France, qui ne se sentent pas bien en France? Oui, mais il faut venir un combat acharné, permanent, contre toutes les logiques identitaires, quelles qu'elles soient. Et ça, c'est une tâche qui est aussi une tâche philosophique, après tout. C'est-à-dire que
quelle légitimité y a-t-il à désigner à la vindicte, quelle qu'elle soit, un groupe humain à raison de ses déterminations particulières? Il y a une multiplicité d'identités. L'humanité est composée d'une multiplicité d'identités. Et la désignation de une ou plusieurs identités de façon négative doit être considérée comme un crime. Parce que les grands crimes de l'humanité ont été commis dans des visions de cet ordre-là. Et malgré tout, si vous êtes islamophobe, il ne faudra pas vous étonner qu'il y ait des antisémites. Voilà. On ne peut pas dire l'islamophobie c'est bien et puis l'antisémitisme c'est mal. C'est impossible. C'est la stigmatisation identitaire, y compris quand elle était la stigmatisation identitaire des femmes ou des minorités, etc., contre laquelle il faut mener une lutte politique et idéologique permanente. Et avec un équilibre général. C'est-à-dire sans jamais donner le sentiment qu'on privilégie dans ce combat une des minorités par rapport à une autre. Je reviens sur les attentats du 13 novembre. Quand vous dites « notre mal vient de plus loin », est-ce qu'il y a un moment où les Français doivent considérer qu'ils font partie de la solution et du problème en même temps? Oui, bien sûr. Bien sûr. Il y a un moment où il faut considérer que l'enfoncement aveugle dans une politique qui ne permet même plus de distinguer vraiment la gauche et la droite, il y a une politique unanime, indistincte, d'intégration dans le marché mondial, il y a un moment où il faut bien considérer que ce point-là est à la racine quand même de ce qui se passe dans ce pays et que tout le monde en est responsable. Tout le monde en est responsable. Et que c'est pas en créant des phobies localisées qu'on se tirera d'affaire. Il faut qu'un nouveau chemin politique soit tracé. Ce n'est pas simplement un problème français, c'est un problème international. Vous êtes de la génération qui allait manifester son mécontentement dans la rue. Moi, je suis de la génération des gens qui manifestent leur mécontentement sur Twitter. Qu'est-ce que vous pensez de Twitter? Rien du tout, franchement. Parce qu'aujourd'hui, les gens s'indignent en permanence de tout et de rien sur Twitter avec la même gravité. Oui, mais vous voyez bien que le fait... Moi, je suis très sensible au fait que se rassembler physiquement crée autre chose que la collection des expressions personnelles dans le médium électronique. Et ça, je l'ai expérimenté en politique. En politique, l'âme de la politique, c'est la réunion. Et c'est pas du tout la même chose de se réunir et de discuter jusqu'à ce que vous ayez une décision commune ou d'échanger en tournant en rond quand même les points de vue de chacun dans un espace abstrait quand même, dans un espace qui n'est pas... Et je crains qu'en réalité, au fur et à mesure que vous avez plus d'amis sur Facebook, vous avez moins de relations aux autres réelles. Parce qu'il y a un côté fantomatique malgré tout. Il ne faut pas le sous-estimer. Il y a un côté d'absence, de présence-absence comme ça dans la toile, comme on dit. Et qu'il y a des moments où ce qu'il faut, c'est se réunir. Et la meilleure preuve en est l'amour, pour revenir à notre début. On a commencé avec l'amour, on est passé par la haine et on revient sur l'amour. Revenons sur l'amour. Je suis bien d'accord avec vous. Il faut toujours y revenir. Alors on va finir sur l'amour avec le mot le plus populaire de l'année dernière, c'était selfie. Et un selfie, c'est des gens qui se prennent en photo comme ça. Ben je sais, voilà, oui. Là, on fait un selfie. Je sais. Voilà. Est-ce que vous avez déjà fait un selfie? Vous avez déjà fait un selfie? Moi, j'en ai jamais fait. Mais les gens ont fait des selfies avec moi, comme vous. Ça vous inspire quoi? Je me suis introduit en fraude dans des selfies. Vous êtes un squatteur de selfies. Vous êtes un squatteur de selfies. Voilà. Ça vous inspire quoi, le selfie? Oh ben, on a parlé du narcissisme, malgré tout, on a parlé de la souveraineté du narcissisme et de l'égoïsme. Je crois que le selfie en est une illustration, quoi. C'est-à-dire, c'est pour moi un peu inintelligible, en vérité. C'est comme si les gens avaient besoin à tout moment de savoir quelle est leur image. Pas ce qu'ils sont eux, parce que ce qu'ils sont eux est malaisément photographiable, mais ce qu'est leur image. Et ça, je crois que c'est un travers contemporain remarquable. Alors, ça a toujours existé. Les gens ont toujours aimé qu'on fasse d'eux des portraits, voilà. Parce que c'est une célébration objective de soi-même. Mais là, ça
c'est comme si c'était plutôt une angoisse. Comme si finalement on était sûr qu'on n'existe que s'il y a une image. Alors évidemment, ça on peut le relier philosophiquement à la grande souveraineté des images dans le monde contemporain, et où peut-être finalement, en effet, exister, c'est avoir une image. Et alors il faut la capter. Pour finir la conversation, on a parlé du manque d'amour qui crée le gangstérisme, on a parlé du trop-plein d'amour qu'on a avec les réseaux sociaux et la modernité. Est-ce que pour que ce monde aille mieux, il faudrait se dire aimons-nous moins que l'autre et aimons-nous les uns les autres? Aimons-nous les uns les autres, ce serait une bonne maxime. Elle remonte à longtemps. Hein. Elle est très ancienne. Donc ce ne serait pas tellement la maxime elle-même que sa rénovation. Que veut dire, dans le monde tel qu'il est, aimons-nous les uns les autres? Voilà. Et là, on se heurte quand même au principe même de ce monde qu'est la concurrence. La loi vantée, la compétitivité. Hein. Là, le gouvernement ne parle que de ça. Monsieur Macron, là... l'élixir Macron pour la compétitivité, la concurrence, la compétitivité. Donc, je pense que dans ce monde où concurrence et compétitivité sont des maîtres mots, aimons-nous les uns les autres pose un problème nouveau. Donc, comme le disait Rimbaud, l'amour est à réinventer. Merci beaucoup Alain Badiou. Merci. Merci à vous. Merci.